Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce dernier épisode animé par Jean-Michel Torres de l'équipe Quantum basée à Montpellier. On a dans les précédents épisodes abordé l'informatique quantique. Voilà, donc Jean-Michel nous a fait découvrir ce que c'était que l'informatique quantique. Puis en deuxième épisode, on a abordé le comment ça marche. Donc on a vu des machines, et Jean-Michel nous a expliqué comment elles fonctionnent. Et aujourd'hui, eh bien, elle fonctionne. Et donc, Jean-Michel va nous faire une démo et programmer devant nous une machine quantique. Et de mémoire, je pense qu'après après cette session, vous aurez même la possibilité d'aller programmer vous-même une machine quantique. Donc voilà. Écoute, Jean-Michel, je te remercie pour cette série et je te laisse la parole. J'essaierai de ne pas t'interrompre pendant le call et puis je vais garder la main et l'œil sur l'horloge. Voilà. Allez, à Merci. toi. Merci. Merci Sébastien, merci Philippe pour l'organisation et le support. Alors bienvenue à tous. Merci de me suivre. Je vois qu'il y a encore un appétit là, parce que vous êtes assez nombreux sur cette série, comme disait Sébastien. Alors on est au troisième épisode. Je vais proposer à peu près ce qu'a décrit Sébastien en trois parties. Comme il a dit, les deux épisodes précédents et celui-ci seront sur YouTube. Enfin, ils sont déjà. Donc celui-ci sera sur la chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne IBM Cloud Meetup. Donc, vous rentrez deux de ces trois mots et vous trouverez facilement. Et donc, aujourd'hui, je montrerai ce que je vous propose. Effectivement, résumé des épisodes précédents. On a regardé quels étaient à gauche là, les fondements, d'où ça venait, cette histoire d'informatique quantique. On a regardé comment on faisait une machine, ici aussi. On a explicité certains principes. Et là, on va y revenir un petit peu, mais pas avec des formules ou pas avec des concepts compliqués. Mais on va revenir aujourd'hui sur la notion de superposition et la notion d'intrication, et même la mesure. Donc on va mettre ça en pratique. Donc ça va être plutôt à regarder comment ça marche. On a aussi parlé des cas d'usage et de pourquoi la justification de l'informatique quantique, à quoi ça peut servir. Et puis, je vous ai parlé également on y est même revenu sur le premier et le second épisode, de ce qu'on appelle le volume quantique. Donc, c'est quelque chose, puisqu'on est sur une technologie qui est innovante et pas réellement, honnêtement, pas encore mûre au point d'être en production. On est sur une technologie qui est en train de passer, de grandir. On a évoqué le quantum volume. Le quantum volume, c'est une mesure qui permet de comparer les ordinateurs quantiques ensemble, que ce soit ceux d'IBM ou de Google ou de Rigetti ou de Microsoft quand il y en aura, etc. Et plutôt que de ne regarder que le nombre de qubits, on a défini une mesure qui prend en compte l'efficacité de l'ordinateur, si vous voulez, et on appelle ça le quantum volume. Donc j'ai expliqué dans les deux épisodes précédents. Et puis, la dernière fois aussi, on a commencé à soulever le capot et à aller voir une machine, un peu comme ce dessin en bas à droite. On a parlé de la topologie, on a parlé de la qualité des qubits en termes de taux d'erreur sur certaines opérations. Et puis, je pense que j'avais terminé en vous montrant cette vue-là. Et c'est là que je vais reprendre. On n'avait pas fait de calcul réellement, mais on va commencer. Alors, calcul est un bien grand mot, vous verrez. Donc, pour aujourd'hui, la promesse, c'est que vous aurez vu, alors c'est un long chemin hein, pour programmer, pour écrire un programme en technologie quantique, c'est pas forcément en 5 minutes. Ça fait appel à des principes qui sont très très différents de ce qu'on connaît sur la programmation normale, mais vous verrez qu'est-ce que ça veut dire que de programmer vraiment un ordinateur quantique, avec quel langage. Donc vous voyez on va utiliser en fait Python et une bibliothèque dans Python tout simplement. Et puis je vous montrerai aussi l'ensemble des ressources pour aller plus loin. J'essaierai de garder du temps. Je garderai du temps pour les questions-réponses parce que je pense que c'est ce qui est c'est riche aussi et c'est très intéressant. Donc voilà pour cette introduction. Vous voyez le diaporama le plus court de l'histoire du quantum computing. Alors, donc, pardon, je ne voulais pas aller là tout de suite. Je vais aller sur IBM Quantum Experience. Donc, vous pouvez vous-même, alors, à partir de là, je passe en mode démonstration. Vous pouvez suivre ce que je fais.
vous pouvez également le faire. Alors, c'est pas facile à la fois de regarder mon écran et le vôtre, sauf si vous êtes avec un dispositif à 2 écrans ou quelque chose. Donc, si vous êtes assez déjà habitué, vous pouvez aussi suivre en faisant vous-même. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est assez simple de trouver le IBM Quantum Experience et je vous montrerai tout à l'heure un autre site qui est assez important. Donc, ça, je l'avais regardé la semaine dernière, enfin, le mois dernier, pardon. Donc, on a accès ici aux machines, on a accès aux circuits que j'ai fait précédemment, aux résultats que j'ai obtenus précédemment. Cet environnement-là va garder tout votre travail pour vous seulement, hein, vous êtes identifié là-dedans, et va conserver votre travail, vous ne pouvez pas perdre grand-chose. Vous pouvez aussi importer et exporter toutes les données qui sont là et qui vous appartiennent, vous pouvez les exporter dans des formats CSV ou texte et les réimporter, les modifier ailleurs, etc. Donc, le portail est assez sophistiqué. Alors, on va aller voir maintenant, on va composer un circuit. Donc, je pense que je vous avais déjà montré et expliqué quelques accessoires d'un circuit. Donc ici, sur la gauche, je suis allé à Circuit Composer. Encore une fois, ce site est accessible à vous et gratuitement et librement. Et il vous permet de programmer et d'accéder à de vraies machines. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma liste de mes circuits, mais on va faire semblant que vous n'en avez pas. Je vais faire un nouveau circuit ici. Donc, j'appuie sur New Circuit. Et puis, voilà un circuit. Donc, ça, je vous l'avais décrit, je pense, la dernière fois. Donc je vais le refaire, mais peut-être un peu plus rapidement. Donc, un circuit, ça se présente un peu, l'analogie est pas mal, comme une partition de musique, ici. Et donc, ça donne l'idée, ça dessine l'idée qu'il va y avoir une chronologie des événements qui va aller de gauche à droite. Et cette chronologie va s'appliquer à chacun des qubits qu'on a dans la machine sur laquelle on va travailler. Alors, en général, parce qu'on a, enfin, peu importe, en général, on va démarrer avec 5 qubits ici, mais vous voyez que quand je bouge ma souris, il y a une petite poubelle qui se met là et on peut enlever des qubits à loisir et donc travailler par exemple que sur 2 qubits ou bien avec le plus qui est ici, je peux augmenter le nombre de qubits et travailler sur un circuit qui va être plus important. Bon, je vais revenir à 2 qubits. Alors, je vous montre au passage, pour revenir à 2 qubits, je vous montre au passage un autre aspect des choses et qui sera une transition vers la programmation. Ce composeur de circuit-là, donc il est graphique, donc tout se fait avec une souris, on va pouvoir déposer les actions qu'on veut faire, qu'on veut exécuter sur les qubits par glisser-déposer. Mais en même temps et de manière interactive, ici, sur l'onglet qui est tout à gauche ici, on voit un petit signe comme une balise HTML, inférieur / supérieur. Et ça, en fait, ça va nous donner accès à exactement la représentation de mon circuit en code. Et c'est interactif dans les deux sens. C'est-à-dire que si je travaille sur mon circuit ici en mode graphique, le code va être changé, et si je travaille sur le code, ça va être changé. Le circuit va être changé. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je vais revenir à 2 qubits assez simplement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans le code puisque mon circuit est vide. On a juste défini qu'il y avait 6 qubits, donc de 0 à 5, et un registre classique ici. Donc si je veux passer à 2 qubits, et ben voilà. Voilà mon circuit avec lequel j'ai pu coder, donc commencer à programmer, mais en même temps en mode graphique et en mode syntaxe de code. Alors, ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle le quantum assembly. Donc, pour ceux qui en ont vu, on voit que c'est très épuré comme syntaxe. On est sur de l'assembleur. On est reparti 50 ans en arrière sur les techniques de programmation, mais je vous rassure, dans la deuxième partie, je vais vous montrer dans Python, on commence à avoir des primitives de plus haut niveau et même des bibliothèques de programmes qui permettent de ne plus regarder l'assembleur. Alors voilà. Alors, donc nous voilà avec nos 2 qubits. Je vais quitter cette partie code. Sachez qu'elle évoluera, on pourra y jeter un coup d'œil si j'y pense, et je vais regarder en fait quel est l'état de mon système. Donc ici, parce qu'il faut à la fois construire un circuit et puis savoir comprendre ce qu'il se passe dedans et quel est le résultat de ce circuit. Donc ici, on voit que j'ai qubit 0 et qubit 1. Chacun d'entre eux, c'est marqué ici, est à l'état 0. Et ça sera toujours une règle. On va toujours démarrer notre calcul avec tous les qubits à l'état 0.
Et donc, le système des 2 qubits, lui, si je considère que c'est le système des deux, il peut être représenté par un état qui est 0, 0, ou bien 0, 1, ou bien 1, 0, ou bien 1, 1. Et aussi, il peut être représenté par n'importe quelle superposition de ces états-là. Mais pour l'instant, on va rester sur, je vais vous montrer des états simples. Par exemple, la première chose qui peut nous venir à l'idée, qui est assez simple, c'est de prendre cette porte-là. Alors, il fut un temps, il y avait une aide en ligne, mais je pense qu'elle n'est pas loin. Je vous montrerai pour ce qu'il s'agit de l'aide. Mais je prends cette porte-là, je clique dessus et je la drop ici. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, cette porte, elle a pour effet de changer la valeur du qubit 0, puisque j'ai adressé le qubit 0. Donc, il était à 0, il passe à 1, ce qubit-là. Et donc, maintenant, mon système, il est bien dans l'état 1, 0. Et c'est ce qui est reflété ici, sachant que, alors c'est marqué quelque part, en tout cas, il y avait cette remarque, on peut la retrouver. On est dans de l'informatique, encore une fois, je vous ai parlé d'assembleur, on est dans de l'informatique assez basique. Le registre se lit se lit de droite à gauche. Ici, il faut lire ça, ou alors une autre manière de lire est que le qubit 0, c'est le qubit de poids faible. Pour ceux qui savent ce que c'est un octet, avec les bits de poids plus faible à droite et plus fort à gauche. Donc le qubit 0 étant le qubit de poids faible, ces résultats-là, il faut les lire de droite à gauche. Voilà. Une fois qu'on a appris ça, c'est un peu perturbant, mais voilà. Donc là, maintenant, vous voyez que j'ai bien le qubit 0 qui est à 1, puisque je l'ai utilisé cette porte-là, qui fait comme un note en logique, et le qubit 1 est, lui, toujours à 0. Alors évidemment, si je prends un X et que je le mets sur le qubit 1, à ce moment-là, mes 2 qubits après le circuit vont être les deux à la valeur 1. Et c'est ce qu'on voit ici apparaître sur l'état de mon système. Il est complètement dans l'état 1, 1. Bon. Évidemment, je peux aller visiter l'état qu'on n'a pas encore vu. Si j'enlève cette porte, là, quand je clique dessus, il y a un petit X, il y a une petite croix qui s'affiche. Hop, je l'enlève. Et maintenant, je suis bien dans l'état où mon qubit 0 à droite est à 0 et le qubit 1 à gauche est à 1. Voilà. Bon, jusque-là, rien de très palpitant, je dirais, sauf que on est déjà, vous voyez qu'on est entré quand même dans un monde un peu différent. Alors, on peut tenter d'autres choses. On peut, par exemple, faire une rotation. Vous vous souvenez de la sphère et de l'état du qubit sur une sphère. Une sphère, forcément, ça va me permettre de figurer mon état de mon qubit n'importe où sur la surface de cette sphère. Et pour ça, la sphère, elle est, je dirais, repérée par 3 axes. L'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, puisqu'elle existe en 3 dimensions. Et je peux faire une rotation autour de l'axe X de mon qubit. Et là, je vois apparaître, le résultat commence à être très différent de ce qu'on a vu et qui était assez simple auparavant. Donc ici, ma porte, pour le coup, elle est paramétrable puisqu'il s'agit d'une rotation. Et elle est paramétrable donc sur un angle. On peut mettre n'importe quelle valeur. Voilà, n'importe quelle valeur, ou bien ou en valeur de pi, en fraction de pi, ou n'importe quelle valeur. Et là, comment dire, maintenant, ce qubit-là, alors on laisse de côté pour l'instant le qubit 1. Le qubit 1, lui, il est à 0. Et ce qubit-là, donc comme le qubit 1 est à 0, je n'ai de résultat que sur les états de mon système qui ont un 0 à droite. Voilà. Par contre, le qubit 0, lui, comme j'ai fait une rotation un peu de n'importe quoi sur la sphère, il va être un peu sur sa valeur 1 et un peu sur sa valeur 0. Enfin, en l'occurrence, ici, beaucoup sur la valeur 0. Et ça, c'est un état superposé. C'est-à-dire que ça y est, mon qubit ici, quand je vais le mesurer, il est dans un état qui est superposé, il n'est pas dans un état pur sur 0 ou sur 1. Et quand je vais le mesurer, je vais avoir une probabilité d'avoir cette valeur-là, la valeur 1 ou la valeur 0. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis dans un modèle, dans un émulateur, je vois le vecteur d'état. Mais on peut aussi regarder, si je mesurais, voilà ce que ça donnerait. Et là, j'ai les probabilités de mesure qui s'affichent. Donc voilà, c'était un petit aperçu pour vous montrer que les caractéristiques de ce composeur
et tout ce qu'on peut faire avec ça. Je vous invite à manipuler ça tant et plus. Alors, avant de quitter cet environnement, et on va retrouver exactement ce circuit après en programmation Python, avant de quitter cet environnement, comme d'habitude en informatique, je vais vous faire le Hello World du circuit quantique. Alors, le Hello World du circuit quantique, si je ne peux pas ne pas vous le montrer parce que c'est vraiment le circuit qu'on voit tout le temps dans tous les articles, dans toutes les introductions au calcul quantique. Alors, c'est pas difficile, mais c'est un peu différent de ce que j'ai montré jusque-là. On va utiliser cette porte qui s'appelle H ici, et qui est une de celles qui est le plus utilisée. Donc, de manière assez pratique, on l'a mise à gauche. Et la porte H, alors le H vient du nom de Hadamard, qui est un mathématicien français, et qui a décrit les matrices qui correspondent à ces transformations-là. Peu importe, l'idée de la porte H, c'est qu'elle va me donner comme résultat une superposition qui est égale, on en avait parlé aussi dans les premiers épisodes, une superposition qui est égale en 1 ou en 0. C'est-à-dire que si vous avez en tête l'image de la sphère, je pars de 0, je fais H, et en fait, je me retrouve, mon vecteur d'état sur la sphère, il va se retrouver sur l'équateur de la sphère. Et donc, quand je vais le mesurer, et comme je vous ai expliqué, je ne peux le mesurer que sur l'axe vertical, donc je peux obtenir que des 0 et des 1. Comme il est pile perpendiculaire, eh ben c'est un peu comme une pièce qui serait sur la tranche. À chaque fois que je vais taper du poing sur la table, elle va tomber d'un côté ou de l'autre, à proportion de 50% d'un côté et 50% de l'autre. Donc voilà ce que fait la porte H. Donc là maintenant, avec ce circuit-là, mon système est dans un état, on peut aussi regarder l'état, mon système est dans un état comme tout à l'heure, le qubit 1, le qubit de poids fort, quand on lit à gauche, il est à 0, et le qubit de poids faible, il est également réparti en 1 et 0. Du coup, le système, lui, le système des deux, il est à moitié dans l'état 0, 0 et à moitié dans l'état 0. Jusque-là, j'espère que ça va. Alors là où ça se complique, c'est quand on va maintenant utiliser cette porte-là. Alors cette porte-là, elle s'appelle contrôle non. En anglais, contrôle not. Et vous voyez qu'elle agit sur 2 qubits. Et elle agit de manière non symétrique sur les 2 qubits, à savoir qu'il y a un qubit de contrôle, d'où le nom de la porte, contrôle non, et un qubit dont la valeur va être inversée. Un peu comme si on mettait un X, c'est-à-dire que éventuellement, inversé, ça veut dire s'il est à 0, on le passe à 1, s'il est à 1, on le passe à 0. Donc c'est un contrôle non, un contrôle not. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que si la règle de la contrôle note, c'est que si le contrôleur est à 1, alors on inverse le qubit contrôlé. Si le qubit ici est à 0, alors on n'inverse pas le qubit contrôlé. Alors on peut regarder ça avec des exemples assez simples. Ici, je fais rien et je mets une contrôle note, ben, il ne se passe rien, puisque celui-ci est à 0, il ne se passe rien, celui-ci reste à 0, je reste dans mon état 0, 0. Si j'interviens, si je mets une porte X ici, à ce moment-là, ce qubit 0 passe à cet endroit-là, il passe à 1. Donc, comme le contrôleur est à 1, à ce moment-là, la cible va être inversée et on aura 1 ici. Comme on a 1 là et 1 là, on a bien l'état 1, 1. Je reprends ma porte de Hadamard. Et là, j'ai un état qui est très particulier et qui est extrêmement classique. Mais le Hello World, il est là, vous l'avez sous les yeux. C'est aussi simple que ça. Avec 2 qubits et 2 portes, on a en fait un état qui est l'état de mon système ici. Après le circuit, il est superposé, puisque j'ai autant de 0, 0 que de 1, 1. Mais on a aussi réalisé ce qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que maintenant, ce qui va arriver à un qubit est lié à ce qui arrive à l'autre. Alors, je vais le dire encore autrement. Maintenant, si par exemple, je prends cette porte-là, qui est une porte pour effectuer une mesure. Donc, je fais une mesure sur ce qubit-là seulement. Eh bien, vous êtes d'accord que la lecture de cette mesure me donne l'information sur l'autre qubit. Pourquoi? Parce que j'ai 2 cas. Sur la mesure, je vais obtenir que 0 ou 1. Donc si j'obtiens 1, je sais par la construction de mon circuit que j'ai un état qui est 1, 1, et donc je sais que l'autre qubit est à 1.
Si j'obtiens à cette mesure, l'autre cas, j'obtiens 0, eh bien je sais, encore une fois, par le calcul et la construction, que l'autre qubit est à 0 également. Et ça, et là, on a un état intriqué et superposé. Et il faut y réfléchir longuement et plusieurs fois, mais ce que ça veut dire, c'est que, en effet, avant d'effectuer toute mesure, l'état du système est superposé, donc il est impossible de déterminer à l'avance s'il est dans l'état 0, 0 ou 1, 1. Tant que je n'ai pas fait de mesure, je n'ai aucun moyen de le savoir. Par contre, si je mesure un seul des deux qubits, alors on me révèle une information sur l'autre qubit. Et ça a été le grand débat du XXe siècle entre les physiciens de la physique quantique, parce que je n'ai pas dit que les qubits étaient proches. Les qubits peuvent être éloignés, peuvent être non localisés géographiquement, peuvent être à quelques millimètres ou à quelques milliers de kilomètres l'un de l'autre, voire à des années-lumière. Néanmoins, si j'ai réussi comme ça à envoyer deux photons dans cet état-là, c'est-à-dire intriqué, superposé et intriqué, et que je fais une mesure sur une galaxie pour un des deux photons et une autre mesure à des années-lumière de distance pour l'autre photon, eh bien, alors qu'il n'y a aucun moyen de déterminer l'état du système, lorsque je fais une mesure, je connais une information sur l'autre. C'est ça l'intrication. Et le débat, c'est que Albert Einstein, refusait de penser qu'il y avait donc une information qui était communiquée plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, il a prouvé que ce n'était pas possible. Et donc, il disait de la physique quantique qu'elle était incomplète. Il manquait quelque chose en termes d'explication. En fait, non, il faut admettre ce principe d'intrication. Ça veut dire qu'il ne faut plus considérer les deux qubits séparés. Une fois qu'ils sont intriqués, ils n'ont plus d'existence propre. On ne peut parler que du système des deux qubits. Et là, ça va mieux. Je vous rappelle aussi, si je ne l'ai pas déjà dit, que les équations fonctionnent très bien et ça permet de ne pas trop se poser de questions philosophiques. Donc voilà pour la première expérience. Je vais passer maintenant, je vais vous faire la même chose, mais dans un environnement de programmation. Alors avant de quitter, si on regarde la programmation de cette affaire, on voit qu'on a donc un registre quantique ici, QREG à 2 qubits, un registre classique à 2 qubits. Je n'en suis pas forcément servi complètement. Ici, j'ai un opérateur H sur le qubit 0, un opérateur CX pour contrôle note du qubit 0 vers le qubit 1, et ensuite j'ai cette mesure-là. Je peux enlever. Voilà. Ça, c'est un circuit quantique écrit en assembleur. Donc maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais dans le contexte de la programmation avec Python et la librairie Qiskit. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Par contre, évidemment, là maintenant, on peut parler de programmation quantique autrement que dans un composeur graphique. Donc voilà, ça s'appelle Hello World. Alors, comme dans tout bon programme Python qui se respecte, on va commencer par importer les objets dont on a besoin, les librairies dont on a besoin. Donc, vous voyez que ici, j'importe de Qiskit, j'ai besoin d'avoir un registre quantique, un registre classique et un circuit. Et j'importe aussi un simulateur et la méthode ou la fonction exécute. Je définis que je vais travailler sur mon simulateur qui est un simulateur, que je vais travailler sur un ordinateur qui est un simulateur, et on verra dans 5 minutes plus bas qu'on va travailler sur un vrai ordinateur. Et j'importe aussi un outil de visualisation. Peu importe, ça, une fois que c'est écrit, on le laisse. C'est écrit un peu une fois pour toutes, si vous voulez. Alors, je vais répéter exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en méthode de programmation. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir besoin de mon registre quantique. Je vais l'appeler QR. Donc ça, c'est une variable que je nomme moi. Et je dis que ça, je veux que ce soit un quantum register de taille 2. Voilà, avec 2 qubits. J'ai besoin d'un registre classique aussi pour aller effectuer la mesure. Donc je l'appelle CR comme Classical Register et là, pardon, évidemment, Classical Register de taille 2. Et puis j'ai besoin de l'objet circuit quantique pour construire mon circuit. Donc je vais appeler ça QC, Quantum Circuit, et je vais dire que c'est un Quantum Circuit. Et évidemment, je vais lui dire qu'est-ce que ce quantum circuit va devoir utiliser. Eh bien, il va utiliser mon registre quantique et mon registre classique. Voilà. À ce stade,
ben, je peux déjà exécuter ça, il n'y a pas d'erreur, la syntaxe est correcte, ça se passe bien. Je peux aussi faire, maintenant que j'ai un circuit, je peux le dessiner. Alors, j'ai utilisé un mode Matplotlib pour la sortie, c'est plus joli, mais voilà. Et là, ce que j'ai, c'est un peu comme tout à l'heure. J'ai un circuit, certes, il a 2 qubits, et un registre classique, on voit mal le 2 là, il a 2 qubits et un registre classique à 2 bits, et puis il n'y a rien, puisque évidemment, j'ai encore rien mis. Alors, donc, je vais commencer par mettre ma porte de Hadamard. Donc, la porte de Hadamard, c'est un peu comme une méthode qu'on applique au circuit, .h, et il faut lui dire que je veux utiliser le qubit 0 du registre quantique. Voilà. Si j'exécute ça, on voit que j'ai placé ma porte de Hadamard. Tout va bien. Et donc, il me reste à placer ma porte CTRL X. Donc, elle s'appelle CX. J'ai mis en haut les... Je pourrais même presque faire du copy-paste. J'ai mis en haut les syntaxes. Et probablement qu'on pourra attacher ça dans les commentaires de la vidéo, si ça intéresse quelques-uns. Donc, exactement comme tout à l'heure, j'ai fait une porte CTRL X. Le contrôleur, c'est le qubit 0 et la cible, c'est le qubit 1. Et là, si j'exécute ça, je suis content. Ça ressemble vraiment au dessin qu'on avait tout à l'heure. Et maintenant, je vais faire les mesures de QR dans CR. Donc, je vais demander à mon circuit d'effectuer les mesures de tout le registre quantique vers tout le registre classique. Et on voit apparaître les 2 petites portes là avec un petit manomètre qui sont la mesure. Voilà, ça y est, je suis prêt. Et mon circuit est prêt. J'ai construit mon circuit. Et là, vous voyez que de manière programmatique et avec Python, il n'y a pas de limite au circuit qu'on peut construire. Autant tout à l'heure dans le Composer, si je voulais construire un circuit avec 50 portes et 12 qubits, c'est difficile parce que je vais me tromper. Alors que de manière programmatique, ça s'automatise, on peut faire des boucles ici, enfin, on peut utiliser toutes les goodies de Python. Hop, 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 voilà, pour qu'on voit mieux. Et puis maintenant qu'il est prêt, ben, je vais l'exécuter. Donc j'avais appelé la méthode execute tout à l'heure et j'avais défini mon backend. Et vous voyez que, alors, vous voyez que je vais exécuter ça 1024 fois. Alors pourquoi 1024 fois? Parce que si je ne l'exécutais qu'une fois, eh bien j'aurais une mesure sur une seule expérience. Et donc j'aurais soit mon état 0,0, soit mon état 1,1. On peut le faire. Voilà. Ici, la manière dont ça se lit, alors pour ceux qui connaissent Python, c'est un dictionnaire, c'est pour ça que je l'ai appelé D. Donc ça se lit, la valeur 1,1 a été obtenue une fois. Mais si je recommence, là j'ai de la chance, c'est la valeur 0,0 qui est sortie une fois. Et je recommence, je recommence, et je recommence. Et vous voyez que j'ai comme un peu un tirage au sort, soit sur la valeur 0,0, soit sur la valeur 1,1. Et pour s'affranchir de ce tirage au sort, en quelque sorte, par défaut, dans Qiskit et dans les systèmes d'IBM, on va exécuter 1024 fois. Voilà. Et là, avec 1024 fois, ben, j'ai obtenu la valeur 1,1 500 fois, enfin 526 fois, et la valeur 0,0 490 fois. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur ici, entre 1 et 8192. Et puis, bon, ben, pour figurer un peu cette affaire, on peut faire un histogramme, et c'est exactement le même résultat, hein, c'est juste une représentation. On a obtenu 1,1 51,4% des fois, qui correspond à 526 pour 1024 tirs, et 0,0 à 0,48, enfin 48,6% des fois. Là, ce sont des probabilités. Ici, ce sont les nombres de résultats. Voilà. Donc j'ai fait ça, et maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais sur une machine. Alors, je vous passe les détails pour démarrer, aller chercher. Alors, je reconstruis mon circuit. Donc voilà, c'est le même. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon accès au système d'IBM. Voilà. J'ai une clé d'API que vous pouvez récupérer très facilement sur le IBM Q Experience. Et puis, je vais maintenant m'identifier. Donc, cette phase-là va prendre quelques secondes. Là, maintenant, j'envoie ma clé sur le serveur qui est à côté. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai envoyé ma clé et je me suis identifié.
et je peux maintenant travailler avec les systèmes et les systèmes auxquels j'ai accès, donc tous les systèmes que je vous ai montrés la fois dernière. Donc ici, si j'exécute ça, on va me lister les backends. Donc, voici les backends. Alors ce sont les mêmes que ceux qu'on a vus le mois dernier. Hein. Je vous avais montré Vigo, Rennes, London, Burlington, etc. Donc il y a bien les backends qui vont bien. Mais là maintenant, je suis dans un environnement de programmation, je peux automatiser la lecture de ces informations-là. Et en particulier, donc j'ai fait une petite routine qui est un peu inutile, mais qui me plaît bien, pour montrer comment on accède à ces machines. On a en fait, pour chacune de ces machines, vous pourrez regarder le code à loisir tranquillement, mais on a deux méthodes qui sont status et configuration. Alors évidemment, pour une machine, la configuration, c'est immuable. Elle a un certain nombre de qubits. Et le status, c'est plutôt quelque chose qui est dynamique. Est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est arrêtée en maintenance, etc. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Et donc voilà, là, je suis en train d'interroger les systèmes, les vrais systèmes, les machines qui me répondent. Eh ben, moi, je suis Burlington, il n'y a pas de file d'attente, j'ai 5 qubits et je suis active. Et ainsi de suite. Donc, on va choisir Burlington, du coup, puisqu'il n'y a pas de file d'attente. Alors, le temps que je le dise et que je me trompe dans l'écriture, ça sera peut-être plus la même chose, mais si je ne me suis pas trompé, ça marche. Et maintenant, je vais exécuter le circuit que j'ai fabriqué sur une vraie machine, en l'occurrence la machine Burlington. Et voilà, ça y est, mon job est parti et il va être exécuté sur une machine quantique, une machine réelle, un vrai processeur quantique avec de vrais qubits. Alors, je récupère ici le job ID parce qu'il arrive que la file d'attente soit encombrée et que je n'ai pas besoin d'attendre. Donc, je vais récupérer mon... Ça y est, ça c'est terminé. Évidemment, il n'y avait pas de file d'attente. Donc, je récupère le job ID qui me servirait, de manière programmatique également, à aller chercher toutes les données de ce RAN-là. Et donc, le job a été exécuté et je vais chercher maintenant le résultat. Donc, c'est job.result et je fais l'histogramme. Et là, il s'est passé quelque chose de très différent de tout à l'heure, mais que je vais vous expliquer en 2 minutes. On est sur une vraie machine. Alors là, c'est un peu décevant, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de file d'attente dessus. Mais je vous avais montré l'autre fois les taux d'erreur et que les taux d'erreur étaient recalibrés chaque jour et qu'ils évoluaient et que c'était dynamique. Mais évidemment, par le calcul et par la théorie, nous pouvions nous attendre à avoir que cet état 0,0 et cet état 1. Et en fait, on voit qu'il arrive des états qui ne sont pas prévus par le calcul et par la théorie. À 2%, on a eu l'état 1,0 et puis à 11%, on a eu l'état 0,1. Donc il y a quelque chose qui se passe mal. Alors je dirais, ça c'est un peu mon regard, 11% c'est beaucoup pour un circuit comme ça. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui sur cette machine-là, mais parce que j'obtiens d'habitude de meilleurs résultats. Mais ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les erreurs. Donc, je vais finir en vous disant que, voilà, maintenant qu'on est allé là, vous avez vu à peu près tout ce qu'il faut savoir pour comprendre et programmer un circuit et lire le résultat. Tout à l'heure, sur un simulateur, il y avait une simulation de nombres aléatoires, un peu de hasard ici. Hein, donc, le fait qu'on n'ait pas exactement 512 et 512, c'était un peu l'aspect probabiliste de la théorie. Mais c'était comment dire, c'était pas des erreurs, ça, c'est fondamental. La lecture d'un état quantique est probabiliste. Par contre, ici, j'ai les deux effets. J'ai l'effet probabiliste et j'ai quelques erreurs ici. Voilà. Et donc, si ça va pas marcher. Ça. Non. Non, ça marche pas. Pardon. Non, j'avais une photo d'un écran que j'avais tourné sur une autre machine et qui avait moins que 11% d'erreur. Voilà, j'ai terminé à peu près. Oui, c'est bien. Il reste quelques minutes pour il reste quelques minutes pour des questions que je serais ravi de prendre. Moi, j'avais juste une question remarque. Ce que tu as exécuté là, ça tourne sur une vraie machine quantique ou ça tourne sur un simulateur? Ah non, non, là, on est allé tourner sur une vraie machine quantique. La preuve, c'est qu'il y a des erreurs. Bon, un peu trop à mon goût, mais il y a des erreurs. On est allé tourner sur cette machine-là, Burlington, qui a 5 qubits et qui est opérationnelle et active. Dans cette liste-là, il y en a un qui est un simulateur, c'est celui-ci. Et là, Ok. on est allé sur une vraie machine. Donc, il y a une question de Bertrand justement par rapport à ça,
Bertrand dit les particuliers n'ont pas accès aux mêmes machines quantiques que les entreprises. Ça, il y a un petit peu de business, hein, ça peut se comprendre, mais qui doivent pouvoir accéder à des machines de plus de 15 qubits. Donc, c'est quoi aujourd'hui Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a deux dimensions à ça, et ça rejoint un peu la discussion du volume quantique. Ça, ici, ce que vous voyez, c'est vraiment les machines qui sont publiques, donc gratuites et publiques, et qui, elles aussi, évoluent en qualité. C'est-à-dire que QX2, là, qui était une des premières, au fil des ans, enfin, c'est pas qu'on a une longue histoire, mais de temps en temps, on arrête la machine, on arrête le refroidissement, on vide l'hélium et on va changer le chip et on met un chip un peu meilleur. Mais on reste sur des machines relativement de petite taille parce que le câblage est fait avec 5 qubits, hein, les entrées-sorties des micros. Donc on a ce line-up là avec 7 machines à 5 qubits, une machine à 15 qubits, et qui ne sont pas les machines les plus avec les derniers chips et les dernières innovations technologiques. Et par contre, les clients ont accès à un autre jeu de machines. Alors, il existe pour des clients des machines à 5 qubits aussi, parce que 5 qubits, mine de rien, pour démarrer des proof of concept en algo quantique, ça suffit. Mais les clients ont accès à des machines à 20 qubits, donc hors de portée de ce qu'on a là, une machine à 53 qubits et une machine à 28 qubits. Alors, il se trouve que depuis le mois de janvier, la toute nouvelle machine, c'est la machine à 28 qubits. Alors, elle s'appelle IBM Paris, Paris comme notre capitale. Donc, on est honoré et c'est la plus puissante du line-up. C'est-à-dire que cette machine à 28 qubits, il y a beaucoup d'efforts technologiques qui sont faits pour améliorer la qualité de ces qubits. En gros, les erreurs que vous avez vues tout à l'heure, on a plusieurs ordres de grandeur mieux sur les machines privées, enfin commerciales, que sur les machines publiques. Alors, en attendant les prochaines questions, je voulais aussi vous montrer ça. J'étais en mute. Non, il n'y a pas de problème. Donc, pendant que tu recherches ce que tu veux nous montrer, je laisse finir. Alors voilà, je vous laisserai sur cet écran-là, mais Qiskit.org, si vous voulez en savoir plus, apprendre, comprendre, voir, il y a un YouTube spécialisé qui est très bon, avec plusieurs channels dans le YouTube. Un, c'est des trucs de 2 minutes, c'est des trucs de 6 minutes de débutants. Et puis il y a des conférences de 1 demi-heure, des conférences d'1 heure et demie, où vraiment il y a tous les niveaux. On va dans l'algorithmique, on va dans le calcul quantique, on va dans la physique. Formidable. Vous avez aussi un Slack, un Stack Exchange. Vous avez accès au GitHub où il y a tout le code de cette affaire et de Qiskit. Et puis ici, si vous allez sur Community, vous retrouvez un peu les vidéos, mais il y a vraiment une ressource que je vous conseille vraiment si vous voulez regarder, c'est ce qu'on appelle le textbook, le Qiskit Textbook. Et tout ça est open source. Et dans le Qiskit Textbook, ici, vous voyez le contenu à gauche, vous avez tout depuis comment faire du Python, ce que je vous ai montré là, et puis toutes les notions et tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et on va même aller sur des chapitres un peu avancés, quoi. Erreur correction, des choses qui commencent à être de bonne tenue. Donc je vais vous dire ça. Alors, oui, vas-y. Alors, une question de Bruno qui était à 14h09. C'était, je pense, à la fin de ta démo. Qui dit si je veux me faire l'avocat du diable, cette mesure ne permet pas de discriminer un état pur intriqué et une mixture d'états 00 et 11, avec un petit smiley clin d'œil. Oui, non, c'est vrai. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui connaît le sujet et le problème. Alors ce qu'on peut, alors pour faire la différence, ouais, c'est une question qui est assez subtile. Pourquoi affirmer qu'on a une superposition alors qu'en fait, si je prends une pièce de monnaie, je vais avoir un mélange statistique, et je vais avoir le même effet. C'est-à-dire que je la lance plusieurs fois, j'ai des 0, 0 et des 1. Et alors que ce qui se passe là est complètement fondamentalement différent. Et la réponse à ça, vous pourrez aller dans Quantum Experience, c'est qu'il faut regarder autre chose que je ne vous ai pas montré parce que c'est compliqué et parce que c'est long à expliquer. C'est la matrice densité. Et là, on voit qu'on n'a pas à faire un mélange statistique, on a vraiment à faire une intrication parce que ces carrés-là, celui-ci et celui-ci,
n'existe pas dans un mélange statistique. Le mélange statistique, ça aurait été suicide plus suicide. Voilà. Mais bon, merci pour la question, mais là, j'ai pas le temps j'ai pas pu expliquer ça. C'est trop Donc, subtil. ce que je propose à Bruno, c'est de te pinguer et vous pourrez avoir une conversation fort intéressante sur le sujet. J'ai une question d'Anne-Lise qui dit: est-ce qu'on peut valider rigoureusement une solution qui se dessine statistiquement en rajoutant à la fin du circuit un test? La sortie est, entre guillemets, le vecteur orthogonal de la solution probable. Oui. Alors, là aussi, hein, je vois que c'est le niveau 3, hein, c'est l'épisode 3 et il y a des questions. Alors, est-ce qu'on peut valider la... Oui, ça ouvre des chapitres de discussion intéressants. Oui, c'est même au cœur d'une des bibliothèques de Qiskit qui s'appelle Ignis. Ignis consiste à mettre en œuvre des technologies qui permettent justement de corriger, de distinguer et de corriger les erreurs. Et on fait comme ça un peu de la tomographie, c'est-à-dire qu'on va injecter des patterns dans un circuit donné, pour une machine donnée, on va injecter un pattern d'entrée, on va mesurer, parce qu'on connaît la réponse attendue, parce qu'on est sur des petits circuits, on va mesurer la sortie et on va en déduire une matrice qu'on va réappliquer à nos résultats pour les débarrasser de ce qu'on identifie comme des erreurs. Donc oui, enfin là on entre dans quelque chose que je n'avais pas forcément prévu de discuter aujourd'hui. Il Et faudrait des heures et des heures. Mais oui, Anne-Lise répond, nous dit: pour apprivoiser la matrice de densité, il y a une très bonne app qui s'appelle Hello Quantum. Et elle te oui, remercie pour ta réponse. oui, merci, absolument. Oui, Hello Quantum Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, c'était sur l'iPhone, enfin c'était une application mobile. Oui, c'est ce que j'avais compris aussi. Ouais. Il y a David qui dit: combien de shots maximum peut-on utiliser? Alors, J'imagine qu'on... 8192. Alors, c'est une puissance de 2, c'est-à-dire c'est 8 fois 1024. Ça suffit en général. Alors, après, ça aussi, ça rentre dans d'autres discussions. Soit dans des résultats. Alors, je vais vous montrer. On va un petit peu augmenter ça, là. Je vais revenir sur ça. Voilà. Vous voyez, ce que je fais là, c'est que mon système, je mets plus de qubits et en même temps, je superpose. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, la probabilité de mesurer un état en particulier forcément va devenir de plus en plus faible. Bon. Maintenant, si je fais un circuit là-dessus, n'importe lequel, je fais un circuit au hasard. Bon, il n'est pas très, très en forme aujourd'hui, mais je vais modifier quelques-unes de ces sorties probables. Et là, il y a un peu... ce que je veux dire, c'est que 8192, c'est largement suffisant si le circuit est bien fait et qu'il va sélectionner un des états, enfin un des vecteurs d'état de mon système, il y a vraiment un problème. Si le circuit est bien fait, 8192 suffit à distinguer parmi les valeurs possibles celle qui est le résultat de mon calcul. Alors, et voilà, sinon c'est que le circuit n'est pas bon. Si avec 8192 on n'arrive pas à sortir le meilleur choix du circuit, c'est que le circuit n'est pas bon. Il se passe un truc. Ok. Il y a Georges qui nous pose une question qui dit, dans la littérature, j'ai vu un livre de chez O'Reilly qui dit Programming Quantum Computers, Essential Algorithms and Code Samples. Oui. Et il me pose la question de savoir si tu en connais d'autres ou d'autres ressources pour se former à Oui. l'informatique quantique. Oui, alors, je ne peux que vous renvoyer beaucoup. Encore une fois, j'insiste, le Qiskit, là, le textbook est très bon. Alors après, perso, pour démarrer, j'aime bien, c'est celui-ci. Alors, c'est Leonard Susskind, Quantum Mechanics. Ça ne parle pas de calcul quantique, mais il y a ce qu'il faut pour comprendre la physique quantique qu'il y a derrière. C'est simple, c'est clairement expliqué et c'est suffisant. Ce n'est pas de la vulgarisation de la physique quantique, c'est de la vraie physique quantique. Ensuite, il y a il y a deux livres que je voudrais citer. Enfin, je vais citer au moins l'auteur, c'est Mermin, et ça Est-ce s'appelle. que je,
Je te propose un truc, Jean-Michel. C'est quand on poste le replay sur YouTube, hein, dans la petite, le petit texte qui va Ouais. accompagner la vidéo, on mettra toutes les ressources Ouais, je vais vous joindre ça. et la Ouais. littérature. Ouais, je vous joins ça. Si vous avez une seconde, je vous le montre. On va dire que c'est lui. En même temps, ça va m'aider. Ouais, ok, d'accord. Du petit. Voilà, il y a 2 livres. Enfin, il y en a pas mal des livres. Ceux-là, je les aime bien. Donc, il y a ici. Ah, d'accord. Mais je vous posterai ça. Ok, Donc, Mermin, ça s'appelle Quantum Computer Science. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Et la référence, c'est celui qu'on voit sur la droite. Là, je vais encore grandir. La référence, c'est celui-ci. Ça, c'est si vous voulez vous y mettre sérieusement. Les deux de droite sont très bien. Et la référence, c'est Nielsen et Schwang, Quantum Computation and Quantum Information. Alors ça, c'est en anglais. Celui de Mermin est traduit en français, si vous voulez. Et celui de gauche aussi est traduit en français. Mais la référence, il y a tout. Il y a la théorie, la technologie, les- la physique, les maths, les algos. Tout est expliqué de fond en comble ici. C'est vraiment la référence. Encore une fois, c'est Nielsen et Schwang, Quantum Computation Information. Et puis il y en a un qui est sympa, que j'aime citer, c'est celui de Bob Sutor. Bob Sutor, c'est un des vice-présidents de la recherche quantum à IBM. Et il a écrit ce livre-là, Dancing with Qubits, et qui est d'un niveau très progressif. C'est-à-dire que le début est très imagé, très simple, et puis on va à peu près jusqu'où il faut savoir, jusqu'à ce qu'il faut, enfin, le bagage nécessaire pour progresser tout seul. ok. Ben écoute, je te remercie Jean-Michel. On arrive à la fin de cette webconf. On partagera toutes les infos sur le replay, j'espère dès la semaine prochaine. Voilà, début de semaine prochaine. En tout cas, merci à toi Jean-Michel pour cette série en 3 épisodes. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions, et du moins, j'espère que ça a provoqué donné envie, en tout cas, je veux dire, d'aller apprendre ou de s'intéresser à cette nouvelle vague de l'informatique, informatique quantique. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit rappel avant que vous nous quittiez. La semaine prochaine, donc le 18, on parlera d'une aventure un petit peu particulière on va parler d'un bateau, le Mayflower, qui est le premier bateau autonome, on va dire, sans personne à bord, avec de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est Eric Lacquaronne et Guillaume Moline du lab IBM qui viendront parler de ce sujet et entre autres de ce qu'on a, nous, Lab en France, IBM Lab, euh, euh, fait pour aider à ce que cette aventure se réalise, entre autres en utilisant des produits du Lab ODM, qui est un produit d'aide à la décision en moteur de règle. Donc ce bateau autonome partira d'Angleterre et ira jusqu'aux USA, tout seul, comme un grand, et puis ensuite servira de plateforme scientifique pour des expériences sur les océans de notre belle planète bleue. Le 25 juin, je recevrai Pierre-André Paumel du Lab IBM et on parlera d'un autre sujet. On parle beaucoup d'informatique, on va dire, nouvelle génération, les microservices, les containers, Docker, Kubernetes, etc. Mais Pierre-André, lui, nous parlera de ce que ça implique en termes de performance sur les infrastructures et sur les logiciels qu'on développe sur ces nouvelles plateformes. Donc, sa spécialité, il est architecte performance dans le lab et on partagera avec lui la transition, la transformation de toutes ces infrastructures et comment il accompagne les développeurs pour maintenir la performance de tous ces outils. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'à partir du mois de juillet, avec l'équipe DEG, donc, qui sont
une équipe d'IBM qui s'occupe d'accompagner les développeurs de nos clients ou des personnes qui s'intéressent aux produits IBM dans le cadre de développement logiciel ou d'applications. Et donc l'équipe Developer Advocate, qui est une super équipe, va vous proposer à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année des ateliers et des hands-on, donc où vous pourrez manipuler. Donc on est en train de monter ça autour de OpenShift, donc la containerisation, Docker, et puis on va manipuler autour d'OpenShift. Voilà, donc ça sera à partir du mois de juillet, toujours sur cette chaîne en ligne. Et puis j'espère en tout cas qu'on pourra vous proposer rapidement encore plein de nouveaux sujets. On en a un, Jean-Michel, pour Q4. On parlera de communication quantique. Voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt si vous avez envie de venir nous écouter la semaine prochaine. Et puis les replays sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Merci à vous tous. Merci Jean-Michel. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. À bientôt. Merci, au revoir.